Bienvenue à la Cutscene Québec, un podcast où nous prenons une petite pause de l'action et où nous jasons à tous les jeudis soirs des faits saillants et des dernières nouvelles de la scène québécoise de sport électronique, avec le but simplement de rassembler un peu la communauté et de la faire grandir ensemble. Encore une fois, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous envoyer des nouvelles que vous voyez passer ou d'utiliser le hashtag Jason Esports, J-A-S-O-N-S Esports. On fait notre mieux de tout voir, mais des fois c'est difficile. Donc, s'il y a des nouvelles que vous voulez qu'on discute sur le podcast, n'hésitez pas à nous les envoyer. N'hésitez aussi pas d'interagir dans le chat. On essaiera de prendre vos commentaires comme à l'habitude et vos questions, bien entendu. Et comme vous le savez déjà, ou je l'espère déjà, on est à la 10e épisode du podcast et on prend à chaque fois une des questions qui est demandée lors du stream. On la reposte sur les socials de Able Esports pour justement vous entendre vos commentaires, vos réponses à ces questions-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Et la question qu'on choisit, la personne qui l'a demandé va se mériter une caisse de 24 canettes de gourou de la saveur de leur choix, livrée gratuitement chez eux. Donc, n'hésitez pas à demander vos questions. Bon, sans plus tarder, encore une fois, merci d'être parmi nous. Nous sommes heureux encore cette semaine d'avoir Stars Fox à ma gauche, le cofondateur et président de Able Esports, ainsi que le responsable du développement des affaires et de l'administration chez l'Académie eSport Canada. C'est trop long, mais tout un titre, absolument. On a Lux ici, consultant en eSports et fondateur de Montreal Gaming, si je ne me trompe pas. Et on était supposé d'avoir Beaver ce soir, mais il nous a laissé. Vous allez toutefois pas être déçus parce que son boss est ici. Yannick Bavinski, fondateur et président de Mirage, encore une fois avec nous. Messieurs, merci d'être avec nous. J'ai hâte encore une fois de parler de tout plein de sujets de e-sport à chaque semaine. On pense toujours qu'il ne va pas y en avoir et il y en a à répétition. Une tonne. Donc, justement, on va se lancer déjà dans les sujets. Et le premier des sujets, je pense que je l'ai vu dans le chat, c'est Saspin dans le beurre, qui annonce le Grand LAN Montréal. Donc, pour ceux qui ont été relativement récemment, mais à la fin de l'année dernière, il y avait le Grand LAN Drummond du 8 au 10 octobre. C'est la première édition du Grand LAN, si je ne me trompe pas, que Saspin dans le beurre avait organisé par l'entremise de sa compagnie Elala, si je ne me trompe pas. Bien entendu, il y avait quelques problèmes avec le LAN, mais en gros, ou en général, c'était très, très bien. Le monde a vraiment aimé. Il y avait 150 ou 200 personnes, si je ne me trompe pas, en pleine COVID, en toute sécurité, bien entendu, à Drummond. Donc, c'était, selon moi, un franc succès. Je pense que tout le monde qui a bien apprécié. Nous, chez Able Esports, on avait essayé de l'aider un peu. On lui avait parlé, justement. Il nous avait mentionné vouloir organiser d'autres éditions, dont le Grand LAN Montréal. Et donc, il a annoncé cette semaine que le Grand LAN Montréal va se tenir du 24 au 26 juin, donc si je ne me trompe pas, durant la Saint-Jean. Et la vente des billets est supposée commencer aujourd'hui à compter de 18h. Mais je suis allé voir le site et je pense qu'il y a des petits problèmes techniques peut-être avec la billetterie, donc ça va être dans un futur rapproché, j'imagine. Saspin était en live ou l'est peut-être encore à 19h aujourd'hui, mais j'ai pas eu la chance d'aller voir ce qu'il disait sur son live. Donc, peut-être qu'il a fait des annonces. Je suis pas certain. J'ai pas non plus les informations des tournois, mais c'est un LAN un peu plus casual, décontracté. Si on compare, par exemple, au DreamHack, au LAN ETS, qui sont plus volets compétitifs, un peu plus commercial. Vous voyez des booths, un budget, on s'entend un peu plus élevé, j'imagine. Mais bon, c'est la 20e édition du LAN ETS qui s'en vient et c'est la 2e édition du Grand LAN, donc on ne va pas comparer trop directement. Mais bon, un autre LAN à Montréal, ce qui me semble très très cool. Je ne sais pas, messieurs, je pense que Stars Fox, Babinski, vous êtes passé au Grand LAN Drummond. Lux, je ne suis pas certain si tu l'as été ou pas, mais n'hésitez pas si vous avez des commentaires ou des réactions à ces nouvelles qui sont malheureusement des semi-nouvelles vu que les billets n'ont pas été mis en vente et je pense qu'il était assez limité, si je ne me trompe pas aussi, ce que Saspin disait.
Allez-y, je ne sais pas qui Ben veut oui. commencer, mais... Ou peut-être juste parler de votre expérience au Grand Land Écoute, Drummond. Là. le Grand LAN, c'était vraiment cool parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été des LAN. La seule chose que j'espère, c'est que c'est pas avec Cogeco cette fois. Juste ça. Ouais, ben tu fais référence au fait que durant le Grand Land Drummond, la première journée, il n'y avait pas d'Internet ou de connexion Internet jusqu'à relativement tard l'après-midi, je pense vers 4 ou 5 heures. Donc, Mm. ça a causé pas mal de problèmes, bien que, vu que le monde ne s'était pas vu depuis longtemps, c'était un peu moins rageux, si on veut, C'est que ça c'est l'aurait été autrement. En Mais ouais. 2022, il reste encore beaucoup de jeux qu'on peut jouer simplement en LAN. Personne jouait à rien. Ok. Il y avait un taureau mécanique et le monde était dehors un peu. Ah. Mais ouais, c'est ça qui est dommage un peu. Moi, je parlais des LAN il y a une vingtaine d'années quand moi j'allais quand j'étais plus jeune. Puis c'était en LAN. Il n'y avait pas d'Internet. C'était des fils de LAN. Mais aujourd'hui, comme tu dis, Lux, il faut toujours que tu sois logué dans Steam ou Epic Games ou Ouais. Riot. Donc, ouais, c'est moins évident. Est-ce qu'on sait l'endroit aussi? Est-ce qu'on sait la place où ça va être? J'ai vraiment pas beaucoup d'informations sur le LAN, malheureusement. Comme j'ai dit, les billets étaient supposés être en vente aujourd'hui, mais il a repoussé les ventes, donc j'ai pas pu me loguer sur son Twitch, mais on sait que c'est à Montréal. Je sais que ça va être limité comme place, si j'ai bien suivi ses tweets, et que ça ne va pas être très cher. Donc, peut-être sur les joueurs de Fortnite qui n'ont pas pu aller au LAN ETS vu qu'il n'y a pas de tournoi officiel de Fortnite au LAN ETS cette année en mai, pourront aller au Grand LAN Drummond, bien que c'est pas mal des tournois communautaires qui se donnent au Grand LAN, là, plus organisés, dirigés par les joueurs eux-mêmes. Bref. Donc, si vous avez d'autres commentaires, n'hésitez pas, mais sinon, on peut passer à d'autres nouvelles de LAN. Écoute, le meilleur. le meilleur en Moi, je deuxième. suis juste curieux de voir à quel endroit ça va être, surtout. Ouais, moi tout. Ouais, ça va être intéressant de voir. Il y a quand même, tu sais, si tu fais pas ça trop gros, il y a quand même pas mal de possibilités à Montréal, j'imagine. Fait que je pense pas qu'il va aller, tu sais, dans les bonnes aventures de ce monde ou les palais des congrès qui sont fermés, si je ne me trompe pas, pour les événements de toute façon. Mais tu m'as demandé où c'était. En fait, tu m'as demandé si j'étais là. À Drummond, oui. Ouais, puis non, j'étais pas là. Puis j'en ai entendu parler après. Puis je suis un gars quand même qui suit pas mal tout ce qui est au Québec. Alors, ça veut dire qu'il y a plein de monde qui n'ont pas connu ça encore. Tu sais, il y a un gros marché à ouvrir pour eux autres. Absolument. Ils pourraient faire reach out à nous autres, on peut les aider avec ça. Justement, on a un gros public qui connaissent pas beaucoup de choses, alors on peut les apporter à ce domaine-là. Ben oui. Ouais, cool. Saspin est dans le chat. Là, il dit qu'il y avait 211 personnes à Drummond. Donc, pas un immense LAN, mais quand même. Il a fait ça entre Montréal et Québec en termes de distance, donc pour aller chercher justement un plus gros public. Mais oui, la diffusion n'était pas aussi grosse que ça aurait pu l'être. Bien entendu, comme je dis, c'était la première édition. C'est vraiment Saspin qui l'a organisé. Il y a un reach limité, bien qu'il est relativement connu, mais il y a un reach assez limité. Je pense 300 followers sur Twitter, puis ça a sûrement augmenté depuis. Mais il dit aussi que cette année, il va avoir un responsable dédié au tournoi. Donc, c'est déjà cool à voir. Là. Les tournois étaient un peu moins bien organisés la dernière fois, mais bon, comme on s'est dit, première édition, moi j'ai trouvé super bien, surtout pour une première édition. C'était assez impressionnant ce qu'il a fait. Je dis pas tout seul, mais il a pris le gros de la job là-dedans. Donc, l'événement était quand même très, très bien. Si on peut les aider, va sur le site web. J'ai vu qu'il y avait une petite vidéo photo collage, là. Ça a l'air vraiment le fun. Ouais, on peut voir justement la vidéo que Saspin, j'imagine, a créée. Mais c'est justement c'est pour ceux qui n'ont pas été à Drummond, vous pouvez voir à l'écran un peu des vidéos qui étaient mises ou des photos. Et comme vous le voyez, c'était quand même très très bien. Un de nos partenaires était là, Advanced Sim Racing, avec des setups de sim racing. Il y avait les streamers que vous venez de voir, des content creators qui étaient sur comme une table élevée devant tout le monde, qui était un peu le spotlight sur eux. Et sinon, il y avait une grosse salle, avec les masques bien entendu, mais une grosse salle d'ordinateur, bring your own computer comme au LAN ETS.
Là, je suis excité, là, il y a du hype. Les billets sont en vente à partir de quand est-ce qu'ils vont en... Ben, je mettre sais ça sur plus, le là, web? parce qu'il dit que c'était supposé être en vente à 18h aujourd'hui, mais la billetterie On n'est a- pas tout à fait prête, donc restez à l'affût Ok. et revenez nous voir sous peu. C'est ça qu'il dit. Donc, on verra. Ça va être bientôt, j'imagine. Mais justement, en parlant de LAN, on peut passer au prochain sujet. Donc, comme Stars Fox l'a dit, c'est le LAN Valorant organisé par Able Esports. Donc, Able, ou on, a teasé un peu le LAN Valorant depuis la fin de l'année dernière, mais bon, la COVID est rentrée durant les fêtes, donc ça a un peu repoussé le projet. Mais les inscriptions sont ouvertes aujourd'hui dès 17h. C'est le 27 mars au eSports Central, donc à l'opposé du Grand LAN et du LAN ETS, vous n'avez pas à porter votre ordinateur, vous vous pointez, juste preuve de paiement, vous jouez, ça vous donne un minimum 3 matchs, 8 heures ou 9 heures d'ordinateur que vous pouvez utiliser et 1500$ en prix. 8 équipes, donc 40 joueurs. Pour l'instant, ils ont 40 ordinateurs au eSports Central. Donc 8 équipes. La dernière fois que j'ai vérifié, il y a peut-être une heure, il y en avait déjà 6 ou 7 d'inscrites, donc il ne reste pas beaucoup de place. Peut-être à une ou deux équipes qui ne sont pas encore inscrites, ben c'est le moment de le faire. Ça va être streamé en live, donc Bernie Media va être sur place avec nous, casté comme d'habitude sur Twitch. Ça va être rediffusé sur MGG TV ou ES1 dans plus de 20 pays, donc tout en français. C'est un prix de 30$ par joueur. Et bien entendu, on va faire tirer des prix à tous les viewers sur Twitch et sur place. C'est des gourous comme à l'habitude. Et on a un autre partenaire super intéressant qu'on vient de signer hier, qu'on va vous annoncer bientôt. Donc encore des prix, selon moi, encore plus intéressants que les caisses de gourous, même si on adore les caisses de gourous. Et je vous annonce, le public est le bienvenu. Il y a beaucoup de monde qui nous le demande depuis cette semaine. Vous pouvez venir, les eSports Central, c'est un bar eSport. Les games vont être diffusés à la télé sur place, donc vous asseyez au bar, sur les sofas, vous prenez un verre, vous mangez quelque chose, vous écoutez les games. Vous pouvez vous aussi jouer à des jeux si vous voulez, bien entendu, sur des consoles, sur des TV, sur des machines arcade et des sim racers. Mais oui, c'est ouvert à tous et il n'y a aucun frais pour rentrer, donc on espère justement que vous prendrez l'opportunité de faire rayonner notre scène e-sportive, de faire peut-être un petit meet-up e-sport Montréal ou Québec. On aimerait bien tous vous voir en personne. Il y a beaucoup de restrictions de COVID qui vont justement, s'en parler avant, mais qui vont être enlevées dans les prochains jours, dans la prochaine semaine, dont les passeports vaccinaux. Donc, venez en grand nombre et on va bien s'amuser. Ça commence à 11h le dimanche. Ça va finir vers 20h, 21h, dépendamment des résultats des games. Et il y a du monde qui ont parlé de pourquoi juste 8 équipes, 40 joueurs, pourquoi on n'a pas fait des qualifiers à l'avance. Très franchement, ça se peut qu'on le fasse dans le futur, mais on voulait vraiment juste gager ou prendre le pouls de l'engouement pour un tel événement. Donc 40 joueurs Valorant qui vont se payer et se rendre sur place, c'est pas nécessairement évident. On a fait pas mal de tournois virtuels avec des prize pools similaires et on avait de la misère à trouver 8 équipes québécoises. Et ça, c'était... Tu n'avais même pas besoin de bouger de chez vous. Mais bon, déjà 6 ou 7 équipes en 1 ou 2 heures d'inscrits, c'est déjà très cool. Donc peut-être la prochaine fois, on va faire des qualifiers virtuels. Ça va être à voir. Donc messieurs, réactions, questions, commentaires. Je suis pas trop le chat, mais si jamais vous voyez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas de les lire non plus. Non, j'ai vu le commentaire dans le fond de savoir si c'était l'eSports Central qui monétisait tout ça. Donc, non, c'est Able qui va monétiser le tout. Ben Non, c'est Able perd de l'argent pas mal sur cet événement-là. Ça, c'est une question pour moi aussi. Est-ce que vous payez combien? Vous payez pour la salle, puis louer les ordinateurs, puis après ça, vous faites... On est en partenariat avec eSports Central, donc ce qui arrive, c'est 50% de ce que vous payez, le 30$, ce qui est déjà très bas. Là. À la base, c'est 10$ à l'heure au eSports Central, donc pour 9 heures, c'est... vous faites les calculs, 90$. Donc, vous payez 30$, vous avez 9 heures d'ordinateur. Donc, le partenariat avec eSports Central, c'est la moitié de ce qui est payé du 30$, c'est eux qui le prennent comme frais d'utiliser les ordinateurs. Puis l'autre moitié, on le met dans le price pool.
Et bien entendu, Able renchérit le prize pool. Encore une fois, faites les maths. Il y a 1 000 $ qui manque là-dedans. Donc, Je sais pas allô, si vous c'est vous nous. rappelez de ça. Le premier tournoi qui a eu lieu là-bas avec Red Bull. Le Ready Player One, je pense. Moi, qui avais j'étais pas roulé là. ça. Ouais, moi, Non? j'étais pas là. Puis on avait le même concept, puis on s'est dit comment qu'on va faire le tournoi, puis rentrer autant de personnes. Puis à la fin, on a pris la décision de... On va garder les gens stationary. Ils vont garder leur Ouais, c'est ça ordinateur qu'on a pendant tout fait, le ça. bout, puis ça va faire que les choses vont bien plus se dérouler. Puis Ouais, c'est donne ça une bonne qu'on fin a de fait, semaine. puis c'est pour Ouais. ça qu'on est limité à 40 joueurs ou 8 équipes. C'est Ça fait sûr du qu'on sens. aurait pu faire rotationnel, comme le fait Waves Gaming, je pense, au LAN Toronto, qui se passe en avril, où ils ont 32 équipes. Mais c'était moins évident pour nous de faire jouer le monde, les faire attendre 1 ou 2 heures après. Ça rallonge le tournoi, ça serait sur 2 jours. On s'entend, c'est un dimanche, parce que les vendredis, samedis, Sports Central, il y a quand même un peu d'engouement, donc le dimanche un peu moins, donc on a pu rentrer là à moins cher. Dans Tu le as dit qu'il y futur, avait un on verra, bar? là. J'étais Yeah. comme, ouais, je viens, mais c'est un dimanche. Ah! Ben, écoute, ça finit à 9h, l'événement. Si tu veux, tu peux commencer plus tôt et finir plus tôt aussi. Un LAN qui finit à l'heure. Ouais, Ben on oui, ça verra, arrive. là. Ça arrive. On verra, mais c'est un peu notre tournoi virtuel qui va être en personne. C'est un peu un copier-coller, mais c'est 3 matchs minimum, donc ça va être 2 groupes de 4 vont jouer un round robin, donc 3 matchs. Après, les 2 meilleures équipes de chaque groupe vont jouer en double elim pour les playoffs, et les finales vont être en best of 3. Mais c'est ça, on espère de voir tout le monde se pointer. Je pense que le tournoi va être vraiment, vraiment le fun, mais c'est live-casté, ça va être à la télé, il y a des télés, il y a un bar, il y a de la bouffe, donc ça peut être très, très... Il y a quand même beaucoup d'espace non utilisé par les ordinateurs, donc ça peut être très cool, justement, d'avoir plein de monde autour pour rehausser la vibe qui va déjà être assez hype. Là. Bon. Si pas Ben, il d'autres... pense déjà à son voyage. Déjà à son voyage, il est déjà parti. Ben là, il est déjà à Cuba, lui. Ouais, je vais venir au LAN, là, prendre des C'est petits bon. jus. Je te dis, on a déjà parlé, là. C'est parfait, les petits jus. Le prochain sujet, justement, relié au tournoi Valorant, c'est un tournoi Valorant organisé par Anatease. Donc, Anatease, qui est une créatrice de contenu, justement, chez Able Esports, organise un tournoi Valorant ce samedi, donc dans 2 jours, avec un cash prize de 200 $, donc quand même non négligeable. Nous, on faisait des tournois à 100 $ avec pas mal d'équipes. C'est un tournoi relativement casual, community. C'est Anatease et Popsicle qui vont caster, qui vont l'organiser sur leur chaîne. C'est pour 8 équipes en élimination simple, best of 1, donc assez straightforward. Ça commence à 2h de l'après-midi ce samedi. De ma part, c'est cool de voir de plus en plus de tournois communautaires comme ça. Ça nous fait penser un peu à Claze aussi, qui est créateur de contenu justement chez Mirage, qui avait fait ça il y a peut-être un mois ou un peu plus, puis on en a parlé sur le podcast. Donc, des tournois qui sont un peu moins, comment dire, officiels ou formels, et plus une question de, on joue entre amis, mais on se fait un tournoi, c'est casté de façon casual, terre à terre. Donc, si ça vous intéresse, allez voir le Twitter justement d'Anatease. Il reste pas mal de place, si je ne me trompe pas. Il y a juste 1 ou 2 équipes à date. Donc, pour un prize pool de 200 $, sans équipe trop forte, si je ne me trompe pas, pour l'instant, c'est peut-être votre chance de faire un tournoi bien agréable samedi. Hein. Donc, je ne sais pas si vous avez des commentaires ou des réactions là-dessus, ou juste plus généralement sur les tournois communautaires qui commencent à se donner. Non, je pense que je vais suivre ton idée. Là. C'est vraiment le fun aussi de voir que les gens commencent à créer un peu plus de contenu justement au Québec là, dans ce côté-là. Donc, tu sais, moi personnellement, toutes les créations, que ce soit de notre côté ou des autres, même tout seul, juste le fait que les gens essaient de créer du contenu puis de se faire mousser un peu la communauté dans un jeu ou dans un autre, je pense que c'est l'essentiel. Puis plus en plus qu'il y en a, mieux que c'est. Fait que, Ouais. The more the merrier, comme qu'ils disent. Ah oui. Ouais, je suis d'accord. Et écoutez, Anatease, historiquement, c'est une joueuse de Fortnite. Puis comme beaucoup de joueurs de Fortnite récemment, ou du moins dans la dernière saison, comme j'ai compris, ou peut-être depuis que Beaver donne des skins,
ont commencé à switcher vers Valorant et c'est ce qu'Anatis fait un peu et Popsicle aussi, si je ne me trompe pas. Mais notamment, Anatis veut jouer dans le Women of the Arena, le 5e tournoi organisé, un tournoi féminin de Fortnite organisé par un de nos partenaires, eFuse, avec un prize pool de 75 000 $. Elle en a déjà gagné un par le passé, je ne me trompe pas, il avait fini 5e dans le dernier qu'il avait organisé. Donc, elle jouera aux côtés de Kelsey et Anne Fish, une créatrice de contenu chez Galaxy Racer Esports. Donc, restez à l'affût pour ça aussi. Je pense, aller cheerer une joueuse de Fortnite québécoise dans ces gros tournois-là, ça peut toujours être intéressant. Je ne sais pas si elle va streamer ou pas, mais je sais que eFuse va avoir des streams. Nous, on avait fait 3 tournois Fortnite avec eux. Et rien depuis parce que organiser des tournois Fortnite, c'est loin d'être compliqué. Ouais. C'est loin d'être compliqué. évident et pas super le fun non plus, mais qui sait, peut-être on va le refaire dans le futur. Stars Fox est en train de dire non avec sa tête. Ma tête essaie de dire oui, mais en même temps, je sais pas pourquoi elle coche de même. Ouais, c'est ça. Le prochain sujet, Unexpected Victory, donc un nouveau roster de CSGO pour Unexpected Victory. Nous avions parlé justement de Unexpected Victory lorsqu'ils ont annoncé le 23 février dernier qu'ils droppaient leur roster CSGO qui joue en ESEA Main actuellement. Ils citaient que c'était dans les meilleurs intérêts de tous et de vouloir avoir un roster qui pourrait faire des LAN aussi. Donc, ils ont annoncé cette semaine leur nouveau roster de CS. Comme vous voyez à l'écran, Alphite, Nips, Snoozy, Shade et Staz avec Papa en coach. Ça semble être un roster ontarien en majeure partie du moins, là, ce que j'ai vu de Twitter, et 100% canadien comme est à l'habitude d'un Unexpected Victory qui est dirigé par un Québécois. Donc, j'imagine qu'on va peut-être les voir dans les LAN ontariens. Je ne sais pas s'ils vont venir au LAN ETS où justement il y a un tournoi de CS, mais bon, pas mal tous les billets ont déjà été vendus. On verra s'ils vont en remettre d'autres en vente. Mais ça pourrait être cool de voir plus d'organisations québécoises et canadiennes à CSGO, qui est un jeu qui a un peu de misère en Amérique du Nord lors des derniers quelques mois, sinon années, mais quand même un des e-sports les plus populaires au monde. Donc, c'est la deuxième saison en main pour l'équipe, allant 8-6 la saison dernière, donc en saison 39. Ils sont maintenant 2-8 et se doivent de gagner au moins 3 de leurs derniers 4 matchs, si je ne me trompe pas, pour ne pas se faire reléguer en intermediate. Donc, on leur souhaite. De mon côté, c'est cool, comme je viens de dire, de voir de plus en plus d'orgs québécoises à CS. On pense à Ducky, qui ont d'ailleurs joué contre Vexo cette semaine en ESEA Advanced. Et je pense que Vexo a gagné en prolongation. 2 orgs québécoises, bien que c'est des rosters américains, malheureusement, selon moi. Valors, justement, qui avait un roster aussi en ESEA Premier, qui ont perdu leur roster, et on en a parlé dans des podcasts il y a quelques semaines. Il reste pas beaucoup de rosters québécois. Je sais qu'au LAN ETS, il va y avoir le roster des Bully Sports, le roster de Vexo White en main, peut-être le roster de Ducky en open, mais je pense pas que Ducky ont été capables d'aller chercher des billets au LAN ETS. Mais bon, selon moi, c'est dommage que CS est en train de mourir, mais c'est comme un peu normal aussi, j'imagine. Là. C'est un jeu qui date depuis 20 ans et Valorant est nouveau, shiny, très coloré. Donc, ça aide peut-être. Je ne sais pas si vous avez des réactions sur le roster d'Unexpected Victory, la question de CS, la question de LAN CSGO ou la question du fait que CS perd un peu de sa popularité. On dit souvent que CS, ça perd sa popularité, ça dépend. À chaque fois qu'il y a un nouveau blanc, un nouveau ESL qui arrive, t'as comme quand même beaucoup de viewers. Là. Tout le monde est comme Mondialement, oui. Mondialement, oui. On a Même battu aux des US, records mondialement avec Ouais, ces c'est jeux-là. ça. Ouais. À chaque fois, c'est un jeu qui meurt puis ils battent des records à chaque fois. Même en NA, aux US, il y a des LAN qui se donnent. Là. C'est juste au coup. Ouais. Je sais pas. J'ai hâte de voir au LAN ETS il y aura combien de rosters, mais j'ose croire qu'il n'y en aura pas beaucoup. Là. Moi, j'en connais J'ai pas pas. Là. l'impression que le tiers 2, tiers 3, au tiers 1, oui, là, on le voit, là, il y a des gros chiffres. Mais moi, je me pose la question, puis je sais que de votre côté, Able, vous êtes aussi sur CS, mais pourquoi CS? Ouais, nous, très franchement, on est sur CS parce que c'était notre jeu quand on jouait et c'était le premier jeu dans lequel on est rentré. Pour une question de business, surtout en Amérique du Nord,
Puis comme tu le dis, Tier 2, Tier 3 CS, c'est loin d'être évident de monétiser ça. C'est loin d'être le meilleur jeu, je suis d'accord. C'est un cash hole. Là. Si c'était que de ça, nous on serait encore sur Overwatch. Est-ce que ça serait une bonne décision? Non. Fait que, ouais, je trouve ça. Je suis pas la personne qui est le plus en accord par rapport aux organisations québécoises qui investissent sur CS. Je pense, en tout cas, on le sait là, je pense qu'il y a des meilleurs jeux éventuellement. Mais surtout quand tu vas sur CS, puis en plus tu prends un roster américain sur du tier 3. J'ai de la misère à voir le gain par rapport à ça. Il faut se dire aussi que les autres jeux, ils offrent pas la même plateforme que CS. Ce qui est bien le fun avec CS, c'est que tu as une ligue vraiment qui est quand même bien encadrée, etc. Puis c'est facile à les caster ces games-là. C'est facile de créer du contenu en arrière de ça. Que, par exemple, on prend League of Legends. League of Legends, je ne connais pas les tournois qui se passent chez les... Je connais pas le jeu personnellement. Toi, tu connais mieux, mais genre, il n'y a pas de... Même si on prend Valorant comme exemple. Valorant, super populaire comme jeu, mais c'est une équipe Valorant. Nous, pourquoi? Une des raisons qu'on a commencé à faire des tournois, c'est parce que notre équipe Valorant, fine, ils jouent dans des tournois, mais tu peux pas les caster, tu peux pas les voir jouer, à moins qu'ils soient assez chanceux sur 64 équipes d'éventuellement faire le stream. Donc, sur CS, ce qui est intéressant, comme Starswag vient de le dire, c'est que 2 fois par semaine, je peux mettre mon équipe de l'avant, le monde peut les écouter, les suivre durant la saison. Je sais que on parle de certains projets qui ont justement ces aspects-là pour les rendre dans d'autres jeux, donc ça, c'est selon moi ce qui est super intéressant. Puis c'est ce qui est intéressant dans Rainbow Six quand tu passes au Tier 1, Tier 2, NAL, NACL, les équipes sont castées, sont sur le stream, right? Ils ont de l'exposure. Fait que ça, c'est intéressant. Valorant, c'est pas le cas, c'est juste des tournois. League of Legends, moi aussi, je me connais moins, mais c'est sûr, comme on voit avec la LFL, c'est un peu le même principe que la NACL, NAL en Rainbow Six. Les équipes sont castées, mais tu rentres en Tier 3, j'imagine que c'est relativement, ou en Tier 4, j'imagine que c'est relativement non évident aussi. C'est sûr qu'en étant avec Valve, on s'entend, Valve là, ne gère pratiquement rien par rapport à leur e-sports. C'est free market, là, c'est le marché libre. Tu peux faire ce que tu veux avec la licence. De l'autre côté, sur League, par contre, il y a quand même des opportunités. Nous, à l'époque, on était en tier 3, qui s'entrevauchait en du tier 2. Puis on est en mesure de caster tous nos matchs en français. Puis surtout en français, parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'il y a un broadcast en anglais. Tu demandes au broadcaster, hey, on peut faire le broadcast en français. Ouais, ça, c'est on va afficher vos partenaires. Puis sincèrement, il n'y a pas tant d'organisations en tier 3, tier 2. Puis quand tu joues, par exemple, dans les Proving Grounds, tu joues contre C9, tu joues contre Liquid, tu joues contre Red Team. C'est quand même de la belle exposure. Là. C'est pas, mettons, comme la LFL. Ou on s'entend que League of Legends, c'est comme le meilleur e-sport. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, t'as quand même du Disco viewership sur la chaîne Academy puis les autres chaînes. Puis il n'y a pas beaucoup d'organisations sur la scène en ce moment. Là, québécoise, t'en as pas. Y-a-tu des équipes League of Legends québécoises? Je sais qu'au LAN ETS, il y en a toujours qui se montent, là, mais... À part Mirage, je ne connaissais pas d'autres. Mirage? Ben, je veux dire, en ce moment, non. Moi, en tout cas, si j'étais une organisation, il y a une équipe qui s'est pas qualifiée pour les Proving Grounds, mais qui était très proche. L'équipe à K qui va justement faire le LAN ETS. Je pense qu'ils sont free agents. Si j'avais une équipe au LAN ETS, c'est celle que je prendrais probablement, mais... Il y a eu quelques joueurs dans les écoles, là, à droite à gauche, mais à part pour ça, pas grand-chose. Ouais, ça, c'est... C'est peut-être de là, justement, que ça va repartir, là, des écoles, quand les écoles vont devenir de plus en plus structurées au Canada et au Québec. Ouais. Ça va créer, justement, des équipes avec des scholarships et tout, qui vont peut-être pouvoir, après, être pick-up, si on se rend là, par des organisations qui auront la structure, les budgets, encore une fois. Le Riot, League of Legends, ils supportent beaucoup les écoles, les affaires comme ça. Alors... Ouais. C'est plus accepté dans les écoles. Ce qui est difficile avec League of Legends aussi, je trouve, c'est un jeu franchisé, donc c'est pas évident. Tu sais, fine, LFL, oui, vous pouvez aller faire de l'argent, mais c'est pas évident. Ça dépend du niveau que tu vises, là. C'est ça. Mais si t'es comme dans le Tier 3, Tier 4, c'est pas comme dans Rainbow Six, où est-ce que si t'as une bonne équipe, tu peux faire
tu peux te qualifier, puis te rendre en Tier 1, bien que pour faire le saut, il faut un certain seuil d'argent. Ouais. Mais comme dans le fond, le but, c'est que tu aies des super bons joueurs puis qui se font drafter puis que tu te fasses de l'argent sur leur buyout, genre peut-être, je sais pas. Mais... Au niveau du broadcast, tu sais, nous à l'époque, tu recules il y a 3 ans à peu près, 2-3 ans, on broadcastait nos matchs en simultané sur Twitch puis sur Facebook. Puis en termes de viewership, on faisait du 120, 140 Ouais, viewers là, sur nos streams. Non, Tu sais, c'est pas mauvais pour le marché que nous on a. C'était pas mauvais à l'époque. Puis on n'est pas nécessairement. On avait quelques joueurs québécois, on n'avait pas nécessairement tout le temps du 100% québécois. Puis ça avait quand même de l'attraction. Moi, à être d'autres organisations, j'explorerais définitivement ça. Il n'y a plus personne au niveau québécois sur ce Nous, marché-là. pour être franc, nous, on a cherché, puis on a approché les équipes qui ont joué au dernier LAN ETS chez soi, qui ont bien joué à League, puis c'était pas des équipes. Ouais. Genre, ils sont comme, ouais, non, ouais, Des peut-être. Ouais. C'est ça, c'est des pugs, c'est du monde qui veulent pas réellement jouer. T'sais, même si on était prêt à leur payer whatever, ce qu'on pouvait offrir. Non. Mais c'était pas du monde qui jouait. Donc, de là ma question, je connais pas assez le... Puis là, on est dans une nouvelle de CSGO, mais on parle à League of Legends. Si tu veux des recommandations, tu peux... Ouais, on peut se parler. Lâche-moi un coup de fil. Bref, avant de trop rentrer dans League of Legends sur une nouvelle de CS, je sais pas si vous avez d'autres commentaires, réactions sur Unexpected Victory, sur CS, sur le fait d'avoir des rosters non québécois, mais sinon on peut passer à... Mais je comprends pas CS. C'est tout ce que j'ai à dire. ça, on a compris. Non, mais je suis d'accord avec toi aussi. Là. C'est pas, si tu te pars une organisation aujourd'hui, c'est pas nécessairement le jeu dans lequel tu veux rentrer, mais je vois quand même l'intérêt dans le sens, comme j'ai dit, tu peux donner du exposure à tes joueurs, qui est pas nécessairement toujours évident dans les autres jeux, mais écoute, je suis d'accord, c'est pas un jeu qui va te rapporter de la profitabilité. Le prochain sujet, en parlant de CS, on parle de nos amis Valors qui se séparent de Freeze. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Freeze était chef de l'exploitation ou COO chez Valors. Et si je ne me trompe pas, il était avec l'organisation pendant quand même longtemps. Le post à l'écran cite que la vision que Valors ont pour leur futur et les changements qui s'en viennent les ont fait décider de se séparer de Freeze. Freeze aussi avait posté juste un très court message, comme à l'habitude des e-sports, des gens dans e-sport où il dit juste Left Valors sans plus. Donc, pas beaucoup d'informations, mais certains spéculent quand même que c'était pas une séparation sur de super bons termes. Bref, je ne veux pas spéculer, vu que je sais pas. Mais on pense aussi à Avery, qui a été, entre guillemets, mis à la porte par Valors il y a quelques semaines, puis c'était leur directeur de la stratégie, ou quelque chose comme ça. Les raisons étaient beaucoup plus évidentes, bien entendu, dans ce cas-là. Il y avait un peu de drama, puis Avery, le post était beaucoup plus long de Valors et il expliquait quand même de façon assez négative pourquoi ils ne voulaient pas dans leur structure. Mais bref, deux quand même personnes avec au moins des titres importants de l'organisation qui sont plus là. Ils ont perdu leur roster de CS en Premier. Donc, je sais pas si justement il y a une restructuration qui se fait ou que les choses vont pas super bien chez Valors. Je sais même pas c'est quoi les équipes qui leur restent. Là. Je pense qu'il y a une équipe de Valorant américaine, si je me trompe pas. Peut-être une équipe de Rocket League. Je sais que l'UB était là-bas, mais ça fait longtemps que j'ai pas entendu parler d'eux. Donc, on sait pas vraiment ce qui se passe, mais si vous voulez spéculer ou nous donner vos réactions sur cette séparation-là, n'hésitez pas, monsieur. Ils n'ont plus l'air à avoir grand-chose, me semble. Je regardais rapidement. Ils viennent de laisser leur équipe de Valorant. J'ai vu un post d'une équipe peut-être de Rocket League. Pas certain. Je sais qu'il y avait une équipe avec l'UB dans le temps, genre il y a quelques mois, mais je suis pas certain que c'est encore là. Je vois beaucoup de Farewell. Hein. Ouais, c'est ça. Je sais pas. S'il reste beaucoup de monde. Le prochain post, ça va être ils vont faire un break. Ah, Honorman, il dit qu'il y a Paul aussi qui a quitté Valors derrière moi. Ouais, on peut parler de Windstorm aussi qui ont dit qu'ils prenaient un break, mais il semblerait que le owner lui-même dit que c'est mort et se cherche une organisation québécoise. Donc,
pour les 2 ou 3 organisations québécoises qui semblent fusion, rester. fusion de Valors et Windstorm, peut-être. Ouais, peut-être. Une fusion de pas grand-chose et rien. Ouais. Je sais pas. C'est dommage. Pour moi, c'est dommage parce que Valors, il faisait de très belles choses il y a quelques mois. Puis je dis pas que c'est mort, là, loin de là. Ben, peut-être pas loin de là, mais je dis pas que c'est mort. Je veux pas spéculer sur ce fait-là, mais il faisait quand même des belles choses, du beau graphisme, du beau reach pour une organisation québécoise. Donc, avoir une équipe, je sais que Babin, t'es pas fan de CS, mais d'avoir une équipe de CSGO en premier, même si américaine, c'est quand même cool. Avoir le logo d'une organisation, il a jeté la tête, genre, ouais, pas tant, mais c'est quand même du Tier 2 CS. Il y avait une bonne équipe de Rocket League quand même avec Luby. Leur équipe de Valorant était pas mauvaise non plus, mais je sais même pas si c'est encore là. Bref, quand même une belle organisation québécoise qui a été là pendant longtemps, qui sont encore là en théorie. Windstorm, même chose, une organisation qui a été là peut-être même avant Mirage, j'imagine, qui est plus là. Donc, dommage de voir, mais bon, c'est un peu aussi le life cycle de ces organisations-là québécoises qui font pas de profit, puis c'est juste des cash holes. C'est éventuellement, quand les owners se tannent, c'est fini comme projet. Normal aussi. Ouais, absolument. C'est dommage, mais normal, I guess. Si t'as plus personne dans ta work, bon, il y a 2 solutions. Soit que tu fermes ou tu fermes. Ouais. Bref. On verra ce qui se passe avec nos amis de Valors et Windstorm peut-être dans les prochains podcasts. Pour le prochain sujet un peu plus peut-être upbeat que les derniers, c'était la dernière, on avait parlé du podcast de la RLQC qui ont commencé, je pense, juste 1 ou 2 semaines après nous. Yes. Donc, cette semaine, c'était la dernière épisode de la première saison du podcast RLQC, donc l'épisode final ou la 8e semaine qu'il faisait. Les saisons Six-Man aussi est terminée, ou la dernière saison est terminée, donc ils sont un peu en off-season en ce moment. À ce que j'ai compris de ce podcast-là, il y a de bonnes chances qu'il y aura une 2e saison, mais ils ne sont pas encore certains pour ce qui est du podcast. Ils ont aussi annoncé qu'il y aura une 2e saison de la Coupe RLQC, donc ils avaient fait, pour ceux qui se souviennent, une ligue de Rocket League qui a duré peut-être 2 mois, peut-être un peu plus, avec 2 niveaux, pas mal d'équipes, toutes streamées, à l'habitude de RLQC, très très cool. Donc, il y aura une 2e saison de ça gratuite, encore une fois, ce qui est très intéressant. Ils ont parlé durant le podcast ou durant cette émission du podcast, si ça vous intéresse d'aller la voir, un peu de l'historique de comment ça a commencé, RLQC, comment ils ont développé, comment ils se sont rendus, où est-ce qu'ils sont. J'ai trouvé assez intéressant, franchement. Le but du podcast en tant que tel, eux, ils disaient que c'était d'améliorer la relation entre la communauté et la RLQC. Ils ont l'opportunité de parler directement au chat et non simplement de faire du casting de Six-Man. C'est quand même similaire au but un peu de la Cutscene Québec aussi, c'est de ramener la communauté, discuter de certains sujets, bien que eux, c'est spécifique à Rocket League. C'est peut-être même encore plus intéressant vu qu'ils ont vraiment moussé une belle communauté là-bas. Stickman et Renard, ceux qui faisaient le podcast, comme ils ont dit sur le podcast, planifient faire une 2e saison. J'ai même appris que RLQC ont un Reddit qui est assez populaire. Donc, très cool ce qu'ils font là-bas. On les prend comme exemple un peu et on essaye chez Able et Mirage et d'autres de travailler ensemble pour refaire un peu la même chose à Valorant. Mais bref, c'est des beaux projets. Je ne sais pas si vous avez des choses à dire sur RLQC, mais je tenais quand même à souligner le fait que c'était un beau podcast, puis j'espère qu'ils vont le continuer. Non, effectivement, RLQC, je pense qu'ils font une méchante belle job avec, sincèrement, leur ligue. Justement, même, je t'en parlais il n'y a pas longtemps, puis ça serait vraiment, moi, personnellement, comment ils font, qui encadrent leur projet. Ça serait peut-être même intéressant de pouvoir peut-être viser une ligue, dans le fond, plutôt académique. On verra. Peut-être que, justement, les gars, si vous êtes dans le chat, vous pouvez venir m'écrire. J'ai 2-3 petits projets à faire avec vous autres. Ça serait intéressant. Donc, non, ils font bien ça. Puis, écoute, je pense qu'eux autres, ils ont compris qu'ils faisaient leur truc de leur côté. Ils se buildaient une communauté. Une bonne communauté en plus. Rocket League, c'est quand même une grosse communauté au Québec.
Ouais, je pense ils qu'il continuent parlait leur qu'il y bon avait travail. comme 3000 membres ou Ouais. quelque chose à un moment donné dans leur Discord C'est ou leur énorme, hein. Facebook ou quelque chose. Mais justement, j'adore ce qu'ils font. J'aimerais qu'ils travaillent un peu plus à l'extérieur de juste ce qu'ils font. Moi, d'ailleurs, je leur ai parlé pour un peu mettre la table, mais tu sais, nous, le tournoi de Valorant qu'on fait en personne le 27 mars, je leur ai parlé de l'opportunité de faire la même chose, mais à Rocket League, ce qui Yep. pourrait être super cool, puis je vois pas pourquoi ils le feraient pas. Il y a Noak dans le chat qui dit que ça serait assez intéressant de faire une ligue québécoise comme la RLQC sur Valorant, avec les 10 man qu'on a lancés. Ben, Noak, reste à l'affût. Et Ownerman qui dit Rocket League, c'est une communauté qui brasse beaucoup et même de l'Ontario, le monde vient au LAN ETS. Donc, on verra. J'ai une petite question. Vas-y. Fox, tu fais quelque chose à la scène au niveau canadien? Oui? Pour les écoles? Je travaille dans le fond à l'Académie Sport Canada. Canada, ouais. Puis eux autres, ils ont fait des affaires ici au Québec pour niveau académique, c'est ça? Oui, c'est ça. On a un programme dans le fond, des programmes dans plusieurs écoles pour Il faut mettre les deux ensemble. les sports. Ben, c'est ça. Ben, c'est ça. C'est pour ça que, tu sais, c'est ça, mon projet interne, c'est vraiment de développer la chose côté académique, Ben, puis d'y aller vraiment chercher des nouveaux projets, quelque chose, tu sais, des choses inédites un peu. Ben bon, s'il y a du monde dans le chat, Ouais, talk to Fox. C'est le bon gars à qui parler, mais justement, Luc, ton commentaire, je suis du même avis, mais encore un commentaire plus général, c'est le plus que justement les organisations, les compagnies, les projets peuvent commencer à travailler ensemble. Je pense le mieux ça va être pour tout le monde. Je sais que Montreal Gaming, c'est un peu ce que vous essayez de faire, d'agglomérer. C'est beaucoup des informations justement pour les publier. S'il y a des COVID. événements. Ouais. Exact. Puis là, on repart la machine. Exact. C'est ça. Fait que genre, tu sais, diffuser les LAN qu'il y a, les événements en personne, puis tout. Donc, tu sais, si tout le monde commence à travailler ensemble, l'information va de plus en plus se centraliser. Puis encore une fois, c'est un peu le but de ce podcast-là, de faire rayonner certains projets. Et c'est pour ça qu'on vous demande de nous envoyer des nouvelles que vous voyez passer. Yes. Mais non, des très beaux projets sur la RLQC. Puis comme j'ai dit, on essaie de les émuler dans d'autres jeux, surtout à Valorant pour l'instant. Mais je pense que ça peut s'appliquer un peu partout. Là. Puis tu sais, Babin, toi, vous avez votre Discord de League of Legends, si je ne me trompe pas, avec votre bot aussi, qui est assez populaire, que vous jouez de temps en temps. Le mode Aram, c'est pas un mode de... Ah non, mais Mais arrête, quand même, tellement... c'est quand même une communauté. Là, Personnellement, j'ai vraiment aimé ce Discord-là parce que je revoyais des vieux noms que j'avais vus il y a longtemps. Genre, mon Dieu, c'est qui qu'il y avait je me souviens plus du nom, mais il y avait des vieux noms. Nick Lemal, c'est ça, ouais, des vieux streamers dans le temps qui streamaient du League of Legends beaucoup. Ça m'a fait tellement rire. C'était tellement fun. C'était un beau back in the day. Un beau back in the day. En parlant de beau back in the day, on reparle de Tien Lemine qui compte lancer un programme pour les petits créateurs YouTube. Donc, nous avons parlé de Tien il y a plusieurs reprises déjà sur ce podcast. Il a même participé comme invité il y a quelques semaines. Notamment, on parlait de son programme Pay ou Programme Académie YouTube, qui est un programme d'accompagnement pour les créateurs sur YouTube. Quelques remarques ont été, je pense, lancées dans le post que vous voyez à l'écran que le programme coûte cher, ou du moins ça a été mentionné pour son premier programme, surtout si on vise la communauté e-sports québécoise. Et justement, avec ces commentaires-là, et en bon entrepreneur qu'il est, Tien annonce qu'il planifie lancer un programme pour les créateurs qui commencent, donc entre 0 et 5000 abonnés, pour un prix moins élevé et bien entendu un programme moins poussé. Là. C'est plus comme, moi personnellement, comment je vois ça, même si je connais pas tant que ça, ce qu'il va faire, c'est le programme qui viendrait avant le programme Pay. La fondation, en bref. Exact. Okay. Donc, je tiens à noter qu'il augmente le prix justement de son programme principal chez Pay. Donc, j'imagine qu'il estime qu'il offre toujours plus de valeur que le programme ne coûte, ou du moins je l'espère. Certains, dans ce post-ci, ont critiqué le fait qu'il charge pour des programmes pour faire augmenter le followership des gens quand lui-même n'a même pas 1000 followers ou 1000 abonnés sur son YouTube. Tien a quand même bien répondu à cette question-là à plusieurs reprises, puis il a posté, si vous voulez aller voir, un lien dans un des commentaires sur ce post-là qui vous envoie vers une vidéo qui explique qui il est, comment il s'est rendu, où est-ce qu'il s'est rendu, puis qu'est-ce qu'il fait. Il est beaucoup plus, selon moi, concentré sur
un peu ses clients puis les faire augmenter. Donc, il a fait augmenter beaucoup de clients. Il est moins On le concentré, oui. Ouais, c'est ça. Il est vraiment moins terre à terre, ce gars-là. Il est vraiment exact, smart. Exact. Il est moins concentré sur son YouTube et gros son YouTube, mais je pense qu'il va se lancer, ou du moins, c'est ce que j'avais compris, à un YouTube francophone, où est-ce qu'il va se concentrer un peu plus là-dessus, mais j'imagine qu'il est assez occupé. Donc, je sais pas si vous avez des commentaires sur le fait de justement lancer ce programme-là pour moins cher, plus abordable et pour les créateurs qui sont moins, entre guillemets, avancés ou populaires que son programme initial qui a été lancé il y a quelques semaines. Là. Je pense que ça n'a même pas commencé encore. Donc, c'est quand même du back-to-back que Tienne fait en termes de projet. Hein. Quelqu'un, réaction, commentaire? Sinon, j'en ai un. C'est une bonne idée. Il faut commencer quelque part, puis je pense que commencer avec entry level, ça fait juste du sens. Ouais, c'est ça. Mais vraiment, ça laisse la chance à certaines personnes de pouvoir un peu vivre l'expérience de son produit. C'est une bonne chose. Deuxièmement, si je peux revenir un peu aux commentaires que les gens. je les ai lus, là, je l'ai lu le Twitter, là, puis j'étais comme, ouais. C'est pas parce que c'est pas parce que t'es pas challenger à coach à LoL ou t'es pas super pro à CS que tu peux pas être coach, puis tu peux pas améliorer, puis aller chercher un top tier ou quoi que ce soit, ou améliorer les joueurs. Fait que non, moi je pense que vraiment c'est une bonne idée, le programme de A à Z. Comme ça, au moins, on a deux options. Tu commences par le beginner pour aller chercher justement un peu plus de viewership, un peu plus de, comme justement apprendre à développer ton propre brand. Puis par la suite, si tu es willing, puis ça marche bien, puis tu as des résultats, ben, tu y vas avec le supérieur. Puis vraiment, tu as un programme complet. Là. J'aime vos commentaires. Je pense, moi aussi, j'ai pensé un peu à ce que tu viens de dire, Stars Fox, comme quoi que il y a des entraîneurs dans n'importe quel sport, dans des e-sports qui n'ont pas été au plus haut niveau, mais qui sont quand même entraîneurs. Je suis pas certain, il va avoir passé un peu, je suis pas certain que c'est 100% comparable, dans le sens que tu peux avoir le knowledge d'un jeu, mais pas avoir le skill pour le faire. Fait que c'est comme deux aspects de sport et e-sport. YouTube... Je peux pas le dire, mais il y a une expression en anglais qui Those who can't do, teach. Ça, c'est... En effet, je voulais pas aller jusque-là, mais en effet, c'est une expression. Savage. Mais c'est toi dans la tête, il fallait que je le dise, ouais. Non, absolument. Puis ça traduit bien ce que je disais. Mais à YouTube, une fois que tu mets de l'avant le fait qu'il a compris l'algorithme, une fois que tu as compris l'algorithme, tu peux te monter du contenu, je vois pas pourquoi tu serais pas capable de l'appliquer. C'est peut-être juste qu'il n'y a pas l'intérêt de le faire ou qu'il n'a pas voulu le faire à date, je sais pas. Mais c'est quand même un bon commentaire. J'aime le fait que Tienne avait une réponse, mais c'est quand même un commentaire auquel il faut s'attendre, puis au moins il pouvait y répondre, right? Parce que c'est sûr que payer 3000$ à quelqu'un qui a 800 followers abonnés sur YouTube, puis qui dit qu'il va te faire grow comme un malade, c'est pas évident, right? Ou du moins il promet le ciel, là. Il est en train de... Ouais, ou du moins de mon point de vue, c'est pas évident. Fait qu'il a fait une belle vidéo d'une quinzaine de minutes qui explique un peu le parcours. Je pense que c'était une belle réponse. Donc, bravo à Tienne d'avoir pensé à ça à l'avance, ou du moins d'avoir réagi rapidement. Même s'il a l'air d'avoir délité pas mal de ses tweets en réponse à certaines réponses. Mais, fait que moi aussi, j'aime beaucoup le projet. Je me demande si ça va avoir la même garantie ou une garantie similaire de son projet Pay, que je pense jusqu'à temps que tu atteignes un certain multiple de tes followers que tu avais au début, tu continues dans le programme. Fait qu'ils te garantissent quasiment que tu atteignes ton but, ce qui est super cool. Je ne sais pas si c'est aussi évident pour ceux qui commencent. Fait que je pense que c'est bien en termes d'offres et de business. Moi, l'affaire avec... Tiens, c'est un gars super positif, puis vraiment qui motive beaucoup de monde. Puis il a même posté l'autre jour sur Twitter que c'est quelque chose qui lui rapporte beaucoup d'énergie et de joie de voir qu'il motive le monde. Moi, personnellement, je pense qu'on met trop d'emphase sur l'argent, ce que je trouve un peu dommage. Là. On semble trop souvent, selon moi, équivaloir argent et succès comme 1 à 1. Je sais que Tienne partage beaucoup combien il fait, puis combien ses coachs font, puis c'est ça, il regarde vers ce monde-là parce que lui, il fait X 1000 par mois, puis eux, ils font 3X 1000 par mois. Ce qui est quand même correct, mais pour moi, il manque des aspects où j'aimerais voir plus d'aspects. Certains que ça peut être un indicateur de succès potentiel,
dans un cadre précis comme notre vie professionnelle. Mais selon moi, ce serait intéressant si on pouvait commencer à équivaloir succès et aller chercher des role models à l'extérieur du fait de l'argent que ce monde font. Mais bon, je l'accorde, c'est peut-être un peu plus facile de dire qu'on est relativement financièrement stable aussi, là, mais moi, je dis juste aux followers de tous ces programmes-là, c'est super cool de penser comme combien d'argent on se fait, mais aussi redonner à la communauté un peu en termes de temps, en termes de connaissances, sans nécessairement toujours faire un profit. C'est quand même cool, je pense. Et ça aide à remonter tout le monde. Donc, Tin, j'imagine, dans 5 ans, faire une vidéo YouTube en montrant sa Ferrari. Ça mais je pense que c'est un peu son but aussi. C'est de se rendre... Mais je pense que son but aussi, puis il l'a dit, c'est de rendre à un certain point de succès en termes financiers pour justement être capable de redonner. C'est vraiment cool comme but. Puis j'espère qu'il va y arriver plus tôt que tard et lancer son Orgy Sport qu'il n'arrête pas de mentionner. Mais c'est... C'est un Beaver, ça a l'air. Ouais, Ricky Beaver. Ouais, c'est ça. Mais ouais, Tian est dans le chat puis il dit que son tweet a commencé un peu de beef là, justement avec du monde qui le call out entre guillemets comme fraudeur, mais c'est pour ceux qui le connaissent, je pense pas que c'est le cas, ou du moins c'est pas mon avis. Mais bon, tout le monde peut se faire leur idée de la situation. Ouais. Peut-être pour ajouter, je sais pas comment t'as encore, mais au final, je pense que on va rapidement le voir là, avec sa clientèle, même avec son nouveau programme d'entrée. Je veux dire, si la formation apporte réellement de la valeur, ben, il va y avoir de la récurrence. Si c'est pas le cas, ben, je veux dire, il ne pourra pas sustain le business, il n'y a pas de valeur. On va rapidement le voir. Là. Ça va lui apporter une nouvelle clientèle si ses premières ils ont du succès. Simplement. C'est ça. Les premiers, c'est les bêta-testeurs. Est-ce que j'ai entendu, il donne vraiment de la bonne valeur, il connaît vraiment bien ses choses. Donc, j'ai juste entendu du positif à date. Fait que je suis pas trop inquiet pour son programme. Je pense qu'il en a mis beaucoup de temps, puis il a pensé pas mal. Puis il y a un bon système de coaching derrière qui le coach comment faire ces trucs-là aussi. Donc, j'espère que ça va marcher. Puis, je pense que tout le monde va juste en profiter s'il y a plus de Québécois qui sont populaires sur YouTube, surtout s'ils sont dans la scène e-sportive. Et en parlant de la scène e-sportive et du monde qui sont connus sur les internets. Content creator. On parle encore une fois de Spartan qui semble se chercher une organisation. Nous avons parlé de Spartan récemment dans le cadre de sa candidature pour le FaZe Recruitment Challenge. À ma connaissance, il n'a pas été retenu dans le top 100. À l'inverse de Pros, de qui on a parlé aussi, qui est même dans la... Ben, il est dans le top 100. Pros est dans le top 100. Il est dans la même maison, on s'entend, que Spartan. Là, il vient de soumettre justement sa vidéo pour le top 20 cette semaine. Donc, allez le supporter, allez voir Pros, Simply Pros, je pense, sur Twitter, si vous ne le connaissez pas, mais j'imagine que vous le connaissez quand même. Spartan, pour lui, comme vous le savez sûrement, c'est un streamer québécois sur Warzone. Quand même beaucoup de succès en termes de compétition et de création de contenu. Il avait fait ses débuts chez Able-ish. On l'a aidé avec sa chaîne Twitch. Justement, Starsfuck, je pense que c'est toi qui l'avais monté. Et après, il est allé chez Team Nobu avant que ça ne ferme. Ensuite, il avait lancé Québec Meta, que nous connaissons tous un peu l'histoire. Super belle vidéo dans un chalet gaming house avec des streamers quand même bien connus au Québec. Ça promettait d'être comme la prochaine grosse org québécoise qui allait devenir le Québécois ou le TVA du e-sport. D'ailleurs, Beaver avait fait une vidéo YouTube là-dessus. On va jamais vendre. Ouais, je l'ai vu cette vidéo-là. Ouais, c'est ça. Après, nous n'avons pas mal plus rien entendu jusqu'à temps que Facebook rebrand pour s'appeler Meta. À ce moment-là, Québec Meta ont sorti une vidéo comme quoi qu'ils travaillaient sur un rebrand eux aussi parce qu'ils ne voulaient pas clash avec Facebook. Encore une fois, silence radio et maintenant, après le Recruitment Challenge de FaZe, Spartan se cherche supposément une organisation. Donc, je tiens à noter de un qu'il a fait son message en français. Donc, ben, il connaît aussi des Français d'Europe. Hein. Ouais, fait que ça vise la France ou le Québec, mais le Québec, je vois pas trop d'organisations québécoises qui sont au niveau de Spartan, peut-être mis à part Mirage. Mais bref, on verra.
Selon moi aussi, le fait du post, le message un peu plus indirect, c'est que ça indiquerait que Québec Meta, c'est réellement mort. Comme en parlant de projet mort aussi, j'aimerais mentionner la WTV, que ça fait... ils prenaient un break de 2 semaines, puis ça fait 1 mois ou 1 mois et demi. Mais j'aimerais vous entendre, sur le fait que justement Spartan se cherche une organisation dans un post francophone, et 2, ce que vous pensez que ça veut dire pour Québec Meta. Ben, c'est mort. Clairement, là. Je sais pas, à moins qu'il y ait un owner qui tombe dans le chat et fasse non, les décisions ont été prises de même, mais d'après moi, il n'y a plus grand chose qui se passe là. Pour moi, c'est un projet en chum, et finalement, ça a juste droppé comme 99,9% des projets. Mais non, à part ça, je pense que son post français, justement, vu qu'il connaît beaucoup de il a joué avec Skyros, des gros streamers français de l'autre bord. Peut-être que pour lui, c'est une opportunité que ces personnes-là le hint pour une organisation du style Vitality ou plus côté compétitif, Solari, whatever. Puis je sais qu'il y a, je pense, 2 autres organisations e-sport européennes qui viennent d'ouvrir. Des gros YouTubers français qui ont monté. Il y en a une que c'est Zerator et l'autre, je me souviens plus c'est qui. En tout cas, c'est 3 gars. Oui, j'ai entendu parler de ça. Donc, genre, on sait jamais. Peut-être qu'ils visent d'aller en Europe. Why not? Ouais, je sais pas trop ce qui s'est passé avec ça. C'est Québec Meta. Je sais pas, peut-être qu'ils se sont rendus compte que finalement c'était peut-être mieux de se concentrer sur leur propre carrière de streaming individuellement versus d'être stable avant individuellement, puis ensuite de penser à justement se regrouper. Ça prend une bonne gestion pour faire un projet comme ça. Ça prend quelqu'un à l'extérieur qui soit capable de squeeze tout le monde ensemble puis les faire marcher. Ouais, puis C'est le truc, difficile. c'est ces personnes-là, tu sais, surtout si tu sais, je regardais, ben tu sais, il me semble dans le Québec Meta, t'avais peut-être t'avais Spartan qui avait quand même du succès puis qui pouvait potentiellement vivre à temps plein du streaming. Ensuite, t'avais qui? Ben là, t'as techniquement Rose qui est dans. Cocotte, je pense. Cocotte était là aussi. Ouais. Oui. Est-ce qu'il y avait le volume tu sais, de following puis de subscribe pour en vivre? Ben, j'imagine que ça dépend à quel niveau tu vis aussi, là. Puis si c'est Spartan qui payait la maison pour tout le monde, mais je pense que Spartan, c'était un des... Du moins que moi je connaissais, c'était un des plus successful après que Pros soit rentré. Ouais, avant que parce que, tu sais, comment ces gens-là qui font la gestion reçoivent une rémunération? Parce que, tu sais, s'ils se committent, ben, je veux dire, est-ce que les streamers vont donner une share de leur stream? Les monteurs qui sont là, tu sais. Fait que moi, c'est sûr que là-dedans, ça a dû jouer dans la balance, là. Absolument. Puis il y a XGK TV qui tenait à donner que Pros n'a jamais rejoint Québec Meta, mais juste la maison. Puis ça, oui, on le sait. Là, c'est... Ouais. Non, mais c'est plus ce que je voulais dire. C'est à la base, c'est par exemple, on prend Solari là, qui a créé sa web TV au tout début. Ben, les personnes qui se sont assemblées ensemble avaient quand même un certain succès. Puis il y avait quand même une base financière sur lesquelles ils pouvaient s'appuyer pour outsource certains éléments. Ouais, mais là, on parle vraiment c'était les tout premiers, eux autres. Là, il y avait des Zerator qui castaient sur. Mon Dieu, c'était sur quoi déjà? StarCraft dans le temps? Puis ça n'avait jamais été fait. Puis là, il y a comme des. Parce que ça a comme pas. Ouais, non, c'est clair, c'est les premiers, mais je veux dire, il y avait quand même une base financière sur lesquelles ils pouvaient s'appuyer. Puis, tu sais, worst case, ça fonctionne pas. Ils sont pas mal pris. Tandis qu'avec un Québec Meta, tu sais, en ce moment, de ce que je vois, c'est bon, t'as la house qui est éloignée, fait que j'imagine que ça coûte pas trop cher la location. Dans une montagne perdue. Ouais. Je me posais la question, c'est quoi l'Internet qui va jusqu'à là? Ah, c'est de la fibre. C'est sûr que se sont pris une maison avec la fibre. La fibre passe partout. Je peux poser la question. Mais non, ça passe pas partout. Autant de streamers dans une maison. Ouais, tu vas à la conception, il y a de la fibre. C'est loin, là. Je pense plus que, tu sais, si on prend un exemple de d'autres créateurs de contenu québécois, ben, tu sais, il y a Matt Pellerin qui a un projet de gaming house avec Achille, avec qui les deux autres. Tu sais, il est allé visiter des maisons on stream, tout ça, mais tu sais, pour moi, cette grosseur de streamer-là,
ils peuvent s'autosuffire, puis Ouais. avoir par exemple un monteur dans la house, puis à partir de là, avoir une base solide. Avec le prix des maisons en ce moment. Tu sais, quand t'as des streamers qui ont du 30, 50 viewers, Ouais. 50 subs au max, c'est rough, là. Ouais, absolument. Beaver Ouais, dans le chat qui dit à la fin de la journée, c'est Beaver qui avait encore une fois raison. Beaver, tu sais, pour dire qu'une organisation e-sportive va fail, je veux dire 99% du temps, tu vas avoir raison. Mais oui, en effet, Beaver avait raison. D'autres réactions ou commentaires? Eh non, t'as fermé la discussion, t'as dit qu'il avait raison. Non, moi je trouve dommage. Moi mon opinion là-dessus, c'est que je trouve dommage parce que, puis je l'ai répété à plusieurs reprises, mais quand c'est sorti cette vidéo-là, d'introduction de Québec Meta, une super belle vidéo, il y avait déjà du merch, une maison dans le nord, whatever. Des streamers que, oui, je suis d'accord avec toi, Babin, que c'est pas nécessairement des streamers autosuffisants pour tout le monde, mais qui avaient quand même une belle communauté. Même si t'as un 50, 100 viewers, ça veut dire que tu as quand même une communauté en dessous, tu sais, un 2 à 10 000 whatever, followers sur Twitch. Fait que je trouve qu'il y avait vraiment une belle base pour justement lancer un projet. Personnellement, je pense pas qu'il aurait dû se lancer en eSports org compétitif. Il était déjà très bon en content creation, puis il y a des business qui peuvent se faire là-dedans, puis on le voit avec FaZe, là, c'est leur eSports, c'est un pourcentage qui diminue à tous les jours de leurs revenus. Donc, je pense qu'il aurait pu avoir un beau projet là-dedans. Malheureusement, j'ai pas vu beaucoup de cross-streaming, de cross-promotion. Il n'y a rien qui s'est donné, justement, comme tu dis, Lux, au niveau gestion, ou du moins que j'ai vu. C'est ça que je vois. Puis tu sais, ça aurait pu être un beau projet, puis ça peut encore l'être, très franchement, là, mais faut juste mettre un peu de thought derrière. Il y a Beaver qui a dit dans le chat, peut-être qu'ils vont pivoter vers devenir une agence. I mean, peut-être, mais c'est pas évident encore non là, plus. Faut la partie gestion. Exact, c'est ça. Il manque encore la gestion. Tu l'as pas. Ouais. C'est peut-être encore plus difficile de gérer ça. Mais ça peut. Le best, c'est d'avoir des streamers qui auraient des talents qui se complètent, justement. Un streamer qui est capable de faire un peu d'editing, stream moins, un autre qui est meilleur pour la vente, mais tu sais, trouver ces profils-là. C'est ça le problème. Il y en avait un qui faisait pas la cuisson, puis là. C'est ça. La maison est tombée après. Ils ont perdu leur cuisinier. Puis... Tu sais, des streamers qui sont bons et professionnels, il n'y en a pas des tonnes. Là. Beaucoup des streamers, surtout au Québec, par expérience, c'est beaucoup du monde qui sont bons pour cliquer sur Start Streaming, mais après, pour tout ce qui est autour du streaming, c'est souvent pas leur force. Ouais, puis c'est souvent le message que moi aussi j'envoie à nos créateurs de contenu ou à plein de créateurs qui veulent joindre des organisations, c'est pas juste streamer. Si vous faites un peu de recherche ou même juste du gros bon sens, comme autant de temps que vous mettez dans Twitch, vous devriez mettre dans YouTube, dans du montage vidéo, dans du graphisme, vous-même. C'est pas... Surtout si vous commencez, vous n'allez pas commencer à payer du monde 100-150$ à tous les 3 jours pour faire un montage ou un graphique. Vous allez pas vous allez vite plus avoir l'argent, à moins que votre stream va vraiment, vraiment bien. Il y en a qui font ça de temps plein, puis pour vrai, ces gens-là qui font juste start stream, puis that's it, vous avez aucune excuse, parce que je regarde, moi, Madame Zoom, puis, tu sais, Madame Zoom, elle faisait tout par elle-même, puis elle a une day job temps plein, là, cette fille-là. Fait que ceux qui sont temps plein, puis qui disent qu'ils n'ont pas le temps de faire tout ce qui est autour, il n'y a aucune excuse. Surtout avec YouTube aujourd'hui, où est-ce que tu fais juste tutorial, whatever, puis tu copies-colles, t'apprends 10 minutes comment faire. Ouais, c'est sûr. Il y a des petits trucs à droite à gauche que les gens ne savent pas. T'sais, prendre tes moments ou comme ton gameplay de base, puis mettre ça sur un site de stock footage, comme ça les autres créateurs peuvent l'utiliser. C'est une façon de sortir du contenu puis rentabiliser tes affaires. T'sais. C'est plein de petits moments comme ça que tu peux aller chercher dans ta petite business quand tu es créateur. Ouais, il y a plein de façons d'être créatif. Là. Mais tu sais, motivation, comme franchement. Non, mais personnellement, il y en a qui pensent que juste comme tu dis, cliquer sur Start, c'est genre justement devenir un content creator, tu comprends? Oui, effectivement. Puis tu sais, ils pensent, tu sais, il y en a qui n'ont pas de. Tu sais, je vais te donner un exemple.
il y a peut-être des contents que des gens que justement ils sont pas bons en Photoshop, ils sont pas bons en montage, puis tu sais, personnellement, dans leur tête, ça leur tente même pas de le faire. Eux autres, ils pensent que juste en faisant ça, ben, ils peuvent réussir. Est-ce que c'est vrai? Non. Pas en 2022, sincèrement. Ça va être très, très rare. Là. En 2010, sur Justin TV, peut-être. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. C'est rendu tellement différent. Les gens se diversifient tellement. Il y a tellement de plateformes de content qui sont ouvertes que genre... C'est quoi la règle d'or? C'est 3 secondes, 5 secondes si t'attrapes pas quelqu'un? C'est pas long, c'est sûr. Non, j'ai étudié ça en marketing, puis je pense que t'as 5 secondes. Quelqu'un arrive sur ton stream, si t'es pas intéressant, t'as pas une joke ou quelque chose qui accroche, they're gone. Le gars, moi, c'est sûr que c'est pas mal ça. Là. Le gars, il est rendu à un viewer, il sort une joke, là, deuxième viewer, il sort une autre joke. Il est là avec ses petits calepins, genre. C'est un peu ça aussi, hein? C'est la game. Oui, mais c'est un business. Tu sais, c'est quoi en vrai? Bref, s'il y a des organisations qui cherchent un bon streamer, c'est partant. À la fin de la journée, on dit business. Ben à la fin de la journée, si t'es petit, il faut pas commencer avec une idée de business. Il faut le faire pour le plaisir. Ah, absolument, oui. Ça, je suis d'accord. Si t'as la chance d'aimer ça puis t'as quelques followers, là, tu peux comme peut-être structurer tes affaires, mais commence pas comme ça. Tu vas te vider, tu vas te fatiguer assez vite. No qui demande s'il doit faire des jokes parce qu'il est hard stock à 7 viewers. Ben, tu peux faire des giveaways, comme certains font. Tu peux, mais vraiment, tu sais, une des choses qui est assez connue, c'est que trouver du monde sur Twitch, c'est très difficile. Trouver du monde sur YouTube, le discovery sur YouTube est beaucoup mieux. Donc, mettre du temps dans YouTube. TikTok aussi aujourd'hui, tu peux vraiment te faire connaître. Peut-être le nouveau programme de Tienne pourrait être utile. Non? Oui. Pour grow sur YouTube. Puis après, de YouTube, tu peux transférer ces gens-là vers ton Twitch, mais c'est sûr que trouver un streamer de Valorant québécois sur Twitch, c'est pas évident à 7 viewers. Déjà, si tu mets un QCFR dans ton titre, tu vas être aggloméré dans le site web de Commu Québec, que certains connaissent peut-être pas, mais si vous avez un QCFR, vous êtes automatiquement... Juste une question. Ouais. Est-ce que ça existe, QCEN? Il y en a du monde qui le mettent pour comme aller attraper plus de choses, mais c'est sûr que FR/EN, c'est peut-être plus connu comme quoi que tu fais les deux. Là. Mais un QCFR, vous allez être justement à Commu Québec, ils ont un site web. Si vous allez sur leur site web, ça montre tous les streams de tout le monde qui mettent QCFR dans leur titre. Donc, une belle place où trouver justement des streamers québécois ou francophones. Mais ouais, donc, YouTube, TikTok, mets ton temps à l'extérieur de Twitch puis juste d'être bon dans le jeu. Mais bon, ça vient de quelqu'un qui a zéro expérience ou succès en content creation. Donc, prends-le pour ce que ça vaut. Ah, mais on l'a dit tantôt, t'as pas besoin d'avoir eu de succès pour l'enseigner. Faut avoir la patience, c'est tout. Il y a Tienne qui va lancer un programme YouTube, Émile, Twitch. Twitch, TikTok, il va tous les voir. Ouais, ben écoute, c'est un entrepreneur. Beaver, il dit qu'il va sortir un Valorant Academic School le 1er avril. Donc, je sais pas si c'est un poisson d'avril ou pas, mais je sais pas si ça va te faire... Je sais pas si le fait de juste te rendre immortal, ça va te rendre ça va te donner des viewers, parce que je serais assez surpris. Mais bon, la dernière nouvelle ou le dernier sujet de la soirée officielle, c'est encore une fois le Gamer Mentor qui organise un autre webinaire. Donc, on a parlé du Gamer Mentor dans un de nos podcasts récents. Là. Je me souviens plus si c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, lorsqu'il organisait un webinaire pour le sujet de démystifier les effets des jeux vidéo sur le développement du cerveau. Maintenant, ils sont de retour avec un webinaire intitulé « Comment encadrer la pratique de votre ado ». Donc, ça vise bien entendu les parents des gamers. Je vous rappelle que le Gamer Mentor se veut une structure d'encadrement, d'accompagnement et de coaching de jeux vidéo pour les jeunes. D'ailleurs, c'est un partenaire d'Able Esports depuis quand même un petit bout. On croit beaucoup dans ce qu'ils font. Beaver, qui est dans le chat, les aide aussi, je crois. Je pense, encore une fois, que c'est une approche intéressante d'aller viser les parents de ces joueurs-là plutôt que... ils visent aussi les jeunes, mais d'aller viser des deux côtés.
Justement, Stars Fox, j'imagine, c'est un peu votre approche chez l'Académie eSport Canada. Donc, je tenais juste à le souligner pour ceux, peut-être qui sont dans le chat, qui ont des parents qui ne supportent pas positivement leur passe-temps en gaming. C'est peut-être une bonne place où les envoyer. Quand même 21 personnes. Hein? Et je sais pas, donc, ça a des réactions ou si Stars Fox peut faire un parallèle de vous, c'est quoi que vous voyez en termes de commentaires de parents ou de l'approche différente qu'il faut prendre pour vendre quelque chose aux parents versus les jeunes. Bien entendu, Luc et Babin aussi, j'aimerais vous entendre. Ben, le parallèle des parents, c'est sûr que c'est le plus important. Je pense que, puis c'est sûr que ça dépend des... Mais si on voit vraiment leur programme à eux autres, sincèrement, oui. Parce que j'ai des parents avec qui j'ai parlé à l'académie que, tu sais, ils sont super... Ils ont un engouement dedans. Tu sais, c'est pas vrai que tous les parents sont là, les jeux vidéo, c'est cancer, faut pas y aller. Ça ruine une vie d'un enfant, whatever. Il y a beaucoup de parents qui trouvent que le e-sport ou même son enfant qui compétitionne dans les jeux vidéo, c'est comme regarder une game de hockey. C'est comme s'il irait jouer au hockey universitaire ou quoi. Il va être là, il va le regarder, il va l'encourager, il va le soutenir. C'est sûr que s'il y a un encadrement en arrière, un encadrement physique, psychologique, puis aussi son habitude de vie, ça encourage vraiment. Puis c'est ça qui est beau là-dedans, c'est de prouver, de montrer à un parent qui ne connaît pas le jeu vidéo à quel point ton enfant peut faire autant avoir une vie en santé et pouvoir jouer être devant l'ordinateur. Je fais face à ces questions-là beaucoup. Justement, j'ai un petit cousin qui est très sur Overwatch, puis il joue 6 heures, 7 heures de fil. C'est un joueur de hockey aussi. On a une famille qui joue beaucoup à hockey. Puis mon oncle déteste le jeu. Il déteste Overwatch. Il déteste tout ce qui a rapport avec ça. Alors, j'essaie de lui expliquer. Tout le monde déteste Overwatch. Mais ouais, c'est ça. J'essaie d'expliquer très calmement. T'sais, imagine ça que Ben, mon cousin, il est dans le parking, puis toute la journée, il fait juste slapper des slapshots toute la journée, pendant 6 heures de temps. Est-ce que ça, c'est bon pour sa santé et son développement? Clairement que non. C'est la même chose pour l'Overwatch. Il fait juste faire des slapshots. Il faut l'encadrer, comme tu as dit, Star Fox. Il faut lui donner les outils. Il faut le bâtir psychologiquement, physiquement, pour que ça avance. Puis même si les jeux vidéo ou le hockey ne font pas une carrière, au moins, ça lui a donné des outils dans la vie. T'sais? Alors, c'est comme ça que je vends la patate. Ouais, c'est sûr. Ben, il y aura toujours des gens... C'est nono, il y aura toujours des parents contre ça. Même si tu leur donnes la meilleure preuve à vie que, genre, non, ton enfant ne deviendra pas violent, non, ton enfant ne sera pas, il va être, il va avoir des problèmes psychologiques après. Mais si tu leur donnes la meilleure raison au monde, ces gens-là, des fois, ils ne voudront pas. Puis, tu sais, genre, on respecte la vie de tout le monde. Tu sais, quand le jeune va avoir 18 ans, il va pouvoir faire ce qu'il veut. Mais c'est sûr que plus qu'on est jeune, plus que c'est suivi, mieux que c'est. Tu sais, quand tu suis, exemple, un joueur de hockey de A à Z, autant physiquement, psychologiquement, etc., du point A au point B, au moins il est préparé. T'sais. Mais le jeu vidéo, c'est la même chose. Il n'y a pas juste, genre, par exemple, il y a beaucoup de parents qui pensent que le programme, c'est on met le jeune devant l'ordinateur, on le plug là, puis ah ouais, let's go, joue. C'est clairement pas ça. Améliore-toi! Ouais, ça peut arriver. Il y a combien de monde qui sont venus me voir dans un LAN puis disaient ouais, mon fils, là, il est vraiment bon, comment qu'on fait? La souhaite devant, puis là, il est rendu 2000 dans les serveurs nord-américains. Ouais, bon, cool. Ça arrive, il y en a qui sont juste talentueux. Oui, ben c'est ça, encore une fois, c'est toute une forme d'éducation. C'est aussi, on montre aux parents, tu sais, ton enfant, il est bon à certains points. Tu sais, c'est quoi la scène e-sport? C'est comme leur montrer, tu sais, il y a beaucoup de parents que quand ils voient, genre, ah, mon fils joue à tel jeu, ben, ils vont aller faire leur recherche sur Internet. T'sais. On est rendu à l'ère de l'Internet, là, les gens peuvent cliquer sur leur clavier, faire League of Legends, tournoi. Leur fils peut leur dire les demander LCS. à Siri, ouais. Là, il va voir ah mon Dieu, mon fils peut faire 3 millions de dollars par année. Let's go, tu t'en vas sur le streaming, je te branche devant l'ordinateur. C'est pas de même. Non, mais tu sais, c'est juste qu'il y a comme vraiment une culture qui entoure ça. Puis je pense que le Gamer Mentor le fait très bien. L'Académie, on le fait très bien. C'est juste d'encadrer justement ça. Puis tu sais, donner un peu plus d'engouement et d'informations à ces parents-là qui sont un peu plus réticents. Donc, tu sais, puis ça forme un peu. Puis des fois, c'est sûr que c'est pas tout le temps, là, je te dis pas que ça forme genre l'élite du jeu vidéo québécois du futur, mais tu sais, il y en a qui vont sortir du lot puis qui vont juste faire. Quand j'étais jeune, j'ai commencé à faire telle forme, comme telle affaire à l'école, puis aujourd'hui, je suis rendu assez bon pour jouer professionnellement, tant mieux. Ça peut sortir des petits
des petits poulains de tout Justement, ça, why not? Justement, j'ai pris le webinaire, j'ai fait un forward à mon oncle pour qu'il lise un peu puis voir si ça peut faire quelque chose pour mon petit cousin. There you go. Mais moi, j'aime le fait que Stars Fox t'a mentionné qu'il y a des parents qui vont googler justement c'est quoi le jeu que mon jeune joue. Parce que je pense que c'est. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est cet aspect-là, de démontrer aux parents de comment, en t'intéressant dans le passe-temps, dans la passion, dans l'intérêt de ton jeune, que tu vas développer plus de connexion ou une meilleure relation avec ton jeune, plutôt que ça soit toujours adversaire. Ça peut être, tu sais, très agréable. Moi, mes parents sont allés longtemps à tous mes matchs de soccer. Ils me conduisaient, on jouait à 3 heures, on jouait un week-end, ils étaient toujours là, dans la pluie, dehors, whatever. Mais quand je jouais à mes jeux vidéo, c'était le contraire. Genre, c'est fine, ils me supportaient un peu, tu sais, j'allais à des LAN puis tout, puis ils me supportaient à un certain montant et ils ont acheté l'ordinateur et payé l'Internet, etc. Mais ils se sont jamais intéressés au point où est-ce que ils savaient à quoi on jouait, comment on jouait, quand on jouait, nous regarder jouer. C'était pas le cas, puis c'est correct. Vous n'avez pas besoin de faire ça non plus comme parent, mais ça, j'ai vraiment aimé. Mais exactement, c'est là que je m'en allais. Au Grand LAN Drummond, là, ça, j'ai adoré. On était Able Esports, on était une des premières équipes là. On est arrivé le jour d'avant, whatever. On s'était installé. Fait que le matin, quand tout le monde venait, nous, on était déjà installés. Fait que je regardais juste la salle. Puis il y avait un père avec son fils. Là, le fils pouvait pas avoir plus que 14 ans. Il venait, il l'installait avec l'ordi, il aidait comment installer l'ordi. Il disait « Hey, t'es-tu correct? C'est-tu cool? » Il a pris des photos, tu sais, comme quoi que c'était sûrement son premier LAN. Il est parti, il est revenu, tu sais, il lui a apporté de la bouffe. C'était tellement cool à voir. C'était vraiment, vraiment, pour moi, c'était vraiment cool à voir ce type de... Est-ce que vous connaissez Rambo, Call of Duty, le pro, qui était sur Optic Gaming, puis après ça sur... Je connais moins Call of Duty, je connais le Rambo de CSGO, mais non. Ok, ben c'est un gros joueur de Call of Duty. Puis son père, ben justement, ça c'est un gars qui force. Il est sur Twitter, il a pris le papa Rambo, tu sais, comme titre, puis il l'encourage. Puis ça, c'est beau à voir ça. Les parents, comme qu'on voit dans le hockey, qui suivent leurs enfants partout, puis sont ceux qui crient le plus fort dans la foule. On les voit, on commence à les voir dans les sports. C'est nice. Ouais. Avec les générations, ça va s'améliorer. Là. C'est sûr que les générations de gaming, quand ils vont avoir des enfants, tout ça, ça va s'améliorer aussi. Mais... Je vais être un de ces parents-là, ça c'est sûr. Exact, tu vois. Donc, c'est pas mal ça pour les sujets de la journée. J'ai vu deux questions. Une qui est un peu répétée, celle de la semaine dernière, fait que je vais peut-être commencer avec la deuxième, mais ça dit... Selon vous, est-ce que les formations en ligne, coaching ou autres, peuvent être bénéfiques pour la scène e-sport et pourquoi? Donc, ça tombe un peu dans un des sujets qu'on vient de discuter, mais qu'est-ce que vous pensez? Surtout, peut-être Stars Fox, vu que vous faites du coaching, là, mais je ne sais même pas si c'est virtuel ou en personne, mais je sais que le Gamer Mentor en font virtuellement. Est-ce que vous pensez que ça peut être bénéfique? Oui ou non? Puis est-ce que ça a ses limites? Ça peut être bénéfique, à mon sens. Mais ça dépend. Ça dépend toujours de la personne qui est en arrière, en fait, de ça. Si c'est quelqu'un, genre, je sais pas, ça dépend toujours de la personne, en fait. Puis ça dépend de l'encadrement, ça dépend des compétences, ça dépend des connaissances, encore une fois. Mais oui, ça peut l'être, ça dépend vraiment de, tu sais, comme, où tu veux emmener ça, vers où tu veux aller, si tu as une idée, puis que la personne aussi qui fait la formation... tu sais, elle connaît son sujet, elle sait comment aider quelqu'un à distance, parce qu'on parle vraiment en ligne. On en fait en présentiel et à distance, donc c'est tous les deux, c'est une différence, un monde différent. Donc, c'est vraiment de savoir. Personnellement, je pense que oui, mais ça, c'est limite. Je crois qu'à certains moments, ça peut avoir, tu sais, quand tu es rendu à un step un peu plus, c'est comme high. Il y a une certaine limite, mais ça peut l'être, là, effectivement, ça peut l'être à 110% les formations. Moi, je suis d'accord. Franchement, je pense que le e-sport, c'est probablement ou un des domaines les plus propices à tout ce qui est virtuel. Franchement, j'adore les LAN, on en organise un, puis j'adore le coaching en personne, mais je trouve ça aucunement nécessaire. Je pense que ça se fait très, très bien en virtuel. Même peut-être mieux, tu sais, à la limite, ton coaching que tu vas recevoir en e-sport, c'est vraiment du in-game coaching.
de toute façon, vous risquez les deux d'être à votre ordinateur, même si vous êtes assis côte à côte. Donc, tu sais, longue réponse courte. Oui, je pense le coaching ou autre formation en ligne, puis on le voit avec même l'académique, les universités, les écoles, ça en va de plus en plus virtuel, puis ça l'a été durant les dernières 2 années, puis je pense que personne n'en a souffert académiquement ou professionnellement parlant. L'entre-gens, le social, le psychologique, ça peut prendre un coup si c'est pas bien fait, c'est sûr. C'est différent, je te dis. Ouais. On je faisais ça dans les sports, le coaching ouais. avant, semi-pro, professionnel. Ça s'est transféré à mon domaine privé maintenant. Puis tout mon coaching depuis les dernières années, je le fais en ligne avec mes équipes, mes ingénieurs, tous mes codeurs sont... C'est différent, c'est vraiment différent. Il faut prendre plus de temps, il faut ralentir les choses, beaucoup de one-on-one, on allume les caméras, tu sais. Ouais. Non, c'est absolument. Il faut s'adapter, puis il faut faire les choses différemment, puis on peut parler du e-sport en général, tu sais, même les événements. Tu peux pas faire du copier-coller de ce que tu faisais en personne, puis même chose pour n'importe quel job. Il faut s'adapter, c'est sûr. Ouais. Mais est-ce que je pense que c'est bénéfique? Absolument. De un, ça l'offre à plus de gens, c'est que géographiquement, ne pourraient pas participer, puis on le voit même avec des tournois e-sport en personne. T'sais, on a fait 8 équipes à notre LAN de Valorant, mais on en a 64 quand on le fait virtuellement. Il y a du monde au nord du Québec qui ne vont pas se déplacer 12 heures pour venir jouer un tournoi à $500 qu'ils peuvent gagner. Donc, même à ce niveau-là, c'est sûr qu'il y a des bénéfices. C'est sûr qu'il y a de l'adaptation aussi. La dernière question, c'est un peu, on en a parlé la semaine dernière, fait que je vais peut-être juste entendre Luc, c'est Babinski, si vous avez des opinions. Ben, Stars Fox, bien entendu, tu peux. Non, moi je mettais. Là, Selon vous, est-ce que les jeux e-sports devraient empêcher les joueurs russes de participer à leurs tournois, tels que Fortnite qui avait annoncé que les joueurs russes ne pouvaient plus faire d'argent sur les jeux? Ils ont delete le tweet depuis. La question qui a été demandée la semaine dernière, c'était est-ce qu'on devrait mixer politique et e-sport? Il y a CSGO notamment, Blast Premier et ESL, si je ne me trompe pas, ont carrément mis de côté les équipes russes de Yann, je laisse elle est en premier. Pro et autres, mais vous pouvez répondre sans trop rentrer dans la politique si vous voulez pas, mais bref, c'est une question qui a été posée. Hein. De mon côté, j'aime bien ce qu'ils ont fait par exemple au tennis où les athlètes peuvent quand même compétitionner, mais sans représentation du pays. C'est-à-dire qu'ils sont un peu comme flagless en anglais, je sais pas comment dire en français là, sans drapeau. Ouais. Puis moi je pense que ça serait la meilleure façon de faire, similaire à ce qui se passe aux États-Unis. C'est pas aux Olympiques. C'est pas la Russie en tant que telle qui représente. C'est eux-mêmes. Ouais. Une autre entité autre qui n'est pas la Russie. Pour moi, ce serait probablement la meilleure chose à faire. Mais je peux comprendre pourquoi la compagnie dirait ben on prend pas de chance, on veut juste aucun Russe qui participe à nos compétitions. Mais dans le port des e-sports, je pense que c'est juste flagless pour tout le monde. Ouais. Je pense je sais qu'à CS c'est comme ça, Valo c'est comme ça. Je pense CS, la dernière chose que j'ai lue à CS, c'était que Virtus Pro et j'oublie l'autre, bref, une autre org, ne pouvait pas jouer dans Blast Premier et ne pouvait pas jouer dans la ESL. Il fallait qu'ils changent de nom, je pense. Parce que si c'était des organisations russes. C'est ça. Si l'organisation, ça je peux comprendre aussi là. C'est la même chose que le boycottage des compagnies russes. Là, ça revient un peu au même. Mais les joueurs pouvaient jouer en représentant une. C'est ça, parce que comme Navi, par exemple, c'est une organisation ukrainienne, mais ils ont 3 Russes dans leur équipe de CS. Eux, ils peuvent jouer sans problème parce que c'est pas une entité russe. Ouais. Lux, as-tu des réactions? Réponse non. Non, on ne devrait pas mixer les politiques et e-sports. À la fin de la journée, c'est la Russie, c'est plein de gens. C'est pas eux, ils ont peut-être plein d'opinions différentes chez eux. C'est pas la Russie en tant que telle qui représente tout le monde. Comme chez nous, je sais que dans ma maison personnelle, on a plein d'opinions différentes. Alors, si tu dis que chez eux, c'est comme ça, non, c'est pas le cas. C'est beaucoup plus nuancé. Alors, laisse les gens juste participer puis traite-leur comme qu'ils sont des gens, c'est normal. Puis tu vas voir que les effets à long terme, ça va être plus bénéfique versus que non. Psychologiquement, à long terme, ça peut faire plus de mal, rentrer les politiques là-dedans.
Puis les gens sont un peu faciles, tu sais, à vouloir se tourner contre d'autres gens. Alors si on voit un russe, puis après ça, il y en a 10 qui sautent dessus. Le gars, il est peut-être innocent, puis il a absolument aucun rapport avec les décisions politiques, mais ça va lui faire mal, puis ça risque de faire mal à beaucoup de personnes dans ce cas-là. Alors non. Je suis d'accord, c'est un bon commentaire. Tu fais quasiment imposer des préjugés, un peu comme qu'on avait au début de la COVID, où est-ce que malheureusement le monde qui venait de l'Asie ou de la Chine se faisait un peu harceler parce qu'on pensait que tout venait de là-bas. Je suis d'accord. Écoute, c'est pas une question facile là, parce que comme Babin l'a un peu, puis comme j'ai mentionné la semaine dernière, mais comme Babin l'a un peu indiqué, ça fait un peu partie du boycottage de tout ce qui est Russie. Parce qu'on sait que les États-Unis et les autres pays ont dit que c'est des mesures fiscales ou financières qu'on va vous imposer. Fait qu'on va vous étrangler financièrement et non commencer une guerre physique. Fait que c'est sûr que quelque chose comme ça a plus d'impact si c'est blanket, dans le sens que c'est appliqué partout dans toutes les industries. On entend que la SAQ achète plus d'alcool russe, si les organisations et les joueurs professionnels de sport russes peuvent plus jouer dans les tournois. C'est du monde avec de l'influence, puis je pense qu'à la fin de la journée, ce qu'on veut aller chercher avec ces mesures-là, c'est dire, écoute, la meilleure façon de régler cette chose-là, c'est à l'interne. Si on fait voir aux Russes que cette chose-là ne les bénéficie pas, la guerre en Ukraine, que c'est eux qui peuvent essayer de l'arrêter de l'interne. Fait que c'est un peu de mettre de la pression de ce côté-là. Est-ce que c'est le bon moyen? Je sais pas. Je suis d'accord, dans un monde idéal, on ne mixerait pas ces choses-là parce que, comme tu dis, Lux, ça fait juste créer encore plus de... C'est un cercle vicieux. Ouais. C'est ça. C'est un slippery slope, c'est un dangerous... c'est dangereux. Je pense pas que la réponse est facile, surtout pour ces business-là qui sont comme, je veux juste être politically correct. Fait que non pour les Russes, mais bon, si vous avez pas de drapeau, vous pouvez. Pour beaucoup de gens. J'ai peur qu'il y a beaucoup de gens qui prennent la décision facile. C'est ça qui est business, ouais. C'est souvent ça que les business font, c'est dire, tu sais, quand il y a n'importe quoi qui trend ou qui est vu comme positif ou négatif par la majorité, ils sont dessus, tu sais. On met tout un drapeau ukrainien sur notre Twitter. Il y a du bien et du mal pour ça. Absolument. Il y a des fois que, tu sais, ce qui trend, c'est pas correct, puis ils se font taper dessus après, tu sais. Oui, absolument. L'Internet n'est pas une place où le monde se réserve leurs commentaires, c'est sûr. Non. Bon, ça fait le tour des questions, commentaires, sujets. Messieurs, surtout Lux et Babinski, avez-vous des shout-outs, des nouvelles, des commentaires à dire avant qu'on ferme le stream? Et la réponse peut être non. Peut-être une petite vite. Oui. Sur Facebook, on essaie d'atteindre les 10 000. Puis on a un Xbox Series X à donner. Alors, si vous n'avez pas encore été liké la page, allez faire ça. Mettez deux personnes dans les commentaires, puis on vous met dans le petit chapeau pour gagner le Xbox Series X. Je vois déjà Star Fox qui est en train de taper sur son ordi. Non, j'ai une PS5, c'est pas ça. Je veux juste partager ton lien de la page Facebook. Mais je sais que c'est encore dur à trouver des Series X, hein? Justement, on parle d'import-export, là, c'est... Pouf! Ouais, puis là, on a le gaz qui monte, là, puis là, ça arrête pas les affaires. Mais en effet, c'est un bon plug qu'on devrait faire, mais gaming... Chez Montreal Gaming, on parlait justement d'agrégation, de centralisation. Vous aviez une super belle idée de calendrier qui montre tous les événements LAN, etc. sur votre site web. Fait que j'imagine que ça revient petit à petit. Ouais. Donc, absolument, allez les suivre sur Facebook et sur leur site web. On utilise les réseaux sociaux, on a grandi du monde ensemble, puis là, on partage vos affaires à ce monde-là, simplement. Ouais, fait que c'est une bonne place justement où est-ce que certaines informations sont centralisées. Fait que peut-être à garder dans vos favoris puis aller regarder de temps en temps pour des nouvelles. Vous allez gagner une Xbox. Une Xbox. Pourquoi pas? Why not? Cool. Babinski, je sais que Mirage et Liandra, vous avez fini sur un win la saison LFL, si je ne me trompe pas. Ouais, l'honneur est sauvé, comme on dit. On va se reprendre la saison prochaine en espérant des meilleurs résultats. Fait que... Oula, pas l'air content, ça. Sinon, demain matin, annonce du roster R6, à ne pas manquer. Il y a peut-être tard, vous êtes les seuls de ne pas l'avoir annoncé, je pense. Le meilleur pour la fin, comme on dit. C'est vrai. Meilleur pour la fin, puis je pense qu'il va y avoir des... il y a beaucoup de leaks, mais je pense qu'il va y avoir des belles surprises. Cool. Proud? Oh, c'est genre...
Le gars, il touche un nom. Très cool. Ouais. Ouais, restez à l'affût sur le Twitter ou les sociaux de Mirage. Là. Ça va être le fun de voir qui est votre nouvelle équipe. Bon, merci à tous. Luc, Starsfox, Babinski, merci à tout le monde dans le chat. Encore une fois, 10e édition, hashtag Jason Esports, JASONS Esports. Taguez les nouvelles desquelles vous voulez qu'on parle et n'hésitez pas à nous en envoyer directement aussi. On va choisir une des questions qui a été demandée ce soir, bien entendu. On va la partager sur les socials d'Able Esports. S'il vous plaît, interagissez, donnez-nous vos commentaires, vos opinions. Commençons une discussion. C'est vraiment le but de tout ça, c'est de parler de e-sport. Le plus qu'on en parle, le plus que le monde va entendre et le plus que toute la communauté va grandir. Donc, vous pouvez trouver tous les épisodes de la Cutscene Québec sur YouTube d'Able Esports, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Abonnez-vous, partagez, likez, laissez vos commentaires. Encore une fois, le plus que vous allez faire ça, le plus de monde vont trouver le podcast, le plus de monde vont s'intéresser à notre scène. Jason Esports, faisons connaître nos projets. Il y a plein de trucs cool qui s'en viennent en personne, dont le LAN Able le 27 mars. On espère vraiment que tout le monde va venir au eSports Central au centre-ville de Montréal, très accessible pour venir chiller, écouter du Valorant et parler de projets ensemble. Et juste de faire rayonner la scène. Donc, vraiment beaucoup de projets très, très cool. On essaie de tous les couvrir, mais encore une fois, si vous en voyez passer, n'hésitez pas de nous les partager. Merci, mesdames et messieurs. On se revoit la semaine prochaine, jeudi 20h. Entre-temps, tout plein d'actions qui se passent dans le monde e-sport québécois. Restez à l'affût et bonne soirée.